Voilà, commentaire Maryse Burgot. Nous sommes avec Guillaume Ancel, ancien officier, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement. Je renvoie également à votre blog qui s'intitule Ne pas subir. Nous sommes également avec Manaj Shirali. Bonjour madame. Vous êtes sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran et auteur d'un livre intitulé Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. C'est aux éditions Les Pérégrines. Nous sommes également avec Alban Mikosi. Bonjour, rebonjour Alban, éditorialiste politique étrangère pour France Info Télé. Alors, je propose qu'on reprenne un petit peu tout chronologiquement parce qu'il se passe beaucoup de choses depuis tout à l'heure et qu'on en vienne déjà à l'ampleur de l'attaque des Israéliens et des Américains. Est-ce que, en tant qu'ancien officier, suivant de près ce qui se passe sur place, Guillaume Ancel, vous avez été surpris ce matin en apprenant qu'à ce point, les Israéliens, les Américains avaient attaqué l'Iran, sachant que les précédentes frappes, et là je me réfère à ce qui s'est passé il y a 8 mois avec la guerre des 12 jours, on va dire que c'était des frappes chirurgicales, selon l'expression communément admise. Ce qui était surprenant, c'est que la veille, Donald Trump annonçait qu'il n'avait pas encore pris de décision, et puis en fait, 2 heures après, il lançait cette opération. Par contre, l'ampleur des moyens qui avaient été déployés dans la région par les Américains montrait que s'ils frappaient, ce serait de manière très importante. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ce matin, avec, j'insiste sur un aspect militaire, c'est qu'ils ont déclenché les frappes de jour, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de défense aérienne efficace du côté iranien, du fait de l'absence totale de soutien de la Russie. Et donc, ils ont quelque part un champ libre pour pouvoir bombarder l'Iran. Mais je voudrais rappeler aussi 2 données militaires qui sont importantes pour éviter que les gens s'angoissent d'une 3e guerre mondiale. C'est que, d'une part, l'Iran est séparé de 1700 kilomètres avec Israël. Donc, on n'est pas dans une invasion terrestre, on n'est pas dans une guerre comme la guerre russe contre l'Ukraine. Et que, par ailleurs, ni les Américains ni les Israéliens n'ont les moyens d'envoyer une force d'invasion en Iran. C'est absolument hors de portée. Donc, on est bien sur un affrontement à partir de bombardements aériens qui feront bien sûr des victimes, mais heureusement, Israël est remarquablement protégé et préparé à ce genre de frappe. Et si on reprend le cas de la guerre en Ukraine, ce que font les Israéliens, les Américains et les Iraniens, même en 1 semaine de bombardement, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Ukraine en 1 semaine. Ça fait 4 ans que la guerre dure. Ce ne sont pas des bombardements qui feront chavirer un gouvernement ou un autre. On peut s'interroger sur les objectifs qui sont poursuivis. Et c'est en cela que l'information que vous donniez du fait que le guide suprême aurait été ciblé et peut-être tué ce matin dans la première frappe israélienne, ça serait crucial. Parce qu'il n'y a pas d'issue militaire à proprement parler à cette opération. L'issue, elle est forcément politique. Alors je rappelle que ça, c'est ce que dit une télévision israélienne en y mettant le conditionnel. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour savoir si cette télévision est digne de foi. Je m'adresse à vous, Manaj Shirali. Votre livre s'intitule Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Est-ce que ce qui se passe depuis maintenant l'aube et se poursuit à Téhéran avec ses frappes américaines et israéliennes est susceptible précisément de débâillonner le peuple iranien, selon vous? Moi, je tiens quand même, merci pour votre accueil. Vous êtes la bienvenue, ce n'est pas la première fois que vous venez. Non, Allez-y. La fenêtre sur l'Iran, c'est mon dernier livre. J'en ai encore 4 d'autres. Donc, bon, on les citera tout à l'heure. Mais... voilà. Mais est-ce que ça va se passer? Écoutez, je n'ai pas le don de voir l'avenir, mais je peux tout simplement vous dire que ce matin, je me suis réveillée avec le cri de joie des Iraniens que je recevais sur mon téléphone. Et avant de juste venir sur les plateaux de télé, parce que j'ai commencé plus tôt, et j'ai lancé un appel auprès de mes interlocuteurs pour avoir leur avis. Je leur ai dit, je vais passer à la télé, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez que je dise? Alors, des centaines et de centaines de messages que j'ai reçus, la seule chose qu'ils disaient, ils me demandaient de remercier les Américains et de transmettre leur joie aux Français pour dire à quel point les Iraniens aujourd'hui sont ravis que cette attaque ait lieu. Il faut que ça continue selon ce qu'ils me disaient. Il faut que ça continue jusqu'à ce que le régime tombe, jusqu'à ce que Khamenei soit éliminé. Parce que
mes interlocuteurs iraniens qui sont à l'intérieur du pays, ils sont persuadés, une fois que la République islamique, une fois que Khomeini, le guide de la République islamique, est touché, ça sera fini. C'est un régime qui tient sur une seule personne. Il n'a jamais laissé une deuxième image, une deuxième figure surgisse, jamais. Et là, tout repose sur lui. Donc, une fois qu'il sera touché, c'est fini, c'est la fin de la République islamique. Et donc, mes jeunes interlocuteurs aujourd'hui étaient optimistes et ils disaient que la fin est proche. Si vous permettez, Patrice, on va voir cette image dont tout le monde parle. C'est l'image du bombardement sur le compound, sur la résidence, le palais de l'ayatollah Khamenei. Vous la voyez avant-après. Après, vous voyez donc que le bombardement était extrêmement ciblé, extrêmement précis, puisque vous regardez qu'autour, les maisons n'ont pas été touchées. Il s'agissait vraiment de cibler précisément le lieu où l'ayatollah dirige le pays. Y était-il ? On n'est pas en mesure de le dire à l'heure actuelle. Je vais ajouter au commentaire l'excellent commentaire de Guillaume une indication sur pourquoi au petit matin. Les Israéliens donnent deux explications. Effectivement, la non-couverture, la possibilité d'attaquer de plein jour, mais ils disent « nous avons attendu qu'il y ait des réunions des Iraniens qui aient lieu pour les frapper au moment où ils étaient réunis ensemble ». Ce qui sous-entend, d'après le Mossad, qu'ils ont des informations tellement précises qu'ils sont capables de dire à quel moment, quel responsable iranien est où. Et qu'ils ont attendu que, en gros, chacun soit à son poste, puisqu'on est samedi matin, le lendemain du jour férié en Iran. Chacun reprend son travail et c'est au moment où les gens sont à leur poste qu'Israël a frappé. Vous voyez la logique de l'heure. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, ce que l'on peut dire donc avec certitude, c'est que le palais que l'on voit sur cette image, lui a été frappé de manière incontestable. On a entendu sur les images la joie d'un certain nombre d'Iraniens qui disaient leur satisfaction de voir le palais présidentiel, le palais de l'ayatollah frappé. Pour autant, était-il à l'intérieur à ce moment-là ? Dans l'état actuel de nos informations, nous sommes incapables de le confirmer. Alors, si je me réfère à ce que dit Alban, on imagine que les Israéliens, effectivement, n'ont pas tapé là par hasard, ce qui suggère qu'ils sont particulièrement bien informés de ce qui se passe sur place. Et question dans la question, sans doute se sont-ils partagés le boulot avec les Américains, à savoir repérer où sont les têtes pensantes du régime, ça c'est le boulot du renseignement israélien sur place, et les Américains s'occupant, on va dire, des tirs à plus grande échelle, c'est ça ? En fait, il y a une imbrication totale entre Israël et les États-Unis. Je veux dire, le système militaire israélien vit grâce aux États-Unis. Les munitions, la plupart de l'armement et surtout le renseignement, qui est crucial dans ces opérations, est complètement partagé entre les États-Unis et Israéliens. Donc c'est moins une collaboration qu'un travail ensemble qui fonctionne depuis des décennies. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a une espèce de blanc-seing donné au gouvernement Netanyahou de faire absolument ce qu'il veut, là où l'administration Biden était très réticente sur certains sujets, et notamment sur des attaques contre l'Iran. Mais surtout, ce qui a changé la donne, c'est l'absence totale de soutien de la Russie. Parce qu'en fait, jusqu'à il y a 2 ans, personne n'aurait osé attaquer l'Iran du fait de la protection de la Russie. Or, là, non seulement la Russie ne protège plus, mais elle n'a même pas remplacé le matériel de défense aérienne qui a été détruit lors des frappes de 2025, ce qui fait que l'Iran est nu. Le régime des mollahs ne sait pas se défendre contre ces frappes aériennes. Et ça la met dans une situation de fragilité totale. Le point clé, c'est celui que vous avez mentionné, c'est juste de savoir où est la bonne cible. On saura dans les heures qui viennent si effectivement leur information était pertinente ou s'ils ont frappé le palais qu'on a vu totalement détruit, mais qu'il n'y avait pas la cible à l'intérieur. Alors, Manal Shirali, vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu des correspondants en Iran qui avaient manifesté leur joie lorsque vous aviez discuté avec eux à l'annonce donc, et au début donc, de cette opération militaire. Je vous propose en complément d'écouter ce que dit Donald Trump, parce qu'il a évidemment en tête une suite. Et pour cette suite, il s'adresse tout simplement au peuple iranien. Écoutons-le. Au grand et fier peuple d'Iran, l'heure de votre liberté approche. Restez à l'abri, ne sortez pas de chez vous, c'est très dangereux dehors. Des bombes tomberont partout. Lorsque nous aurons terminé,
Prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. Pendant de nombreuses années, vous avez demandé l'aide de l'Amérique, mais vous ne l'avez jamais obtenue. Aucun président n'a été disposé à faire ce que je suis prêt à faire. Maintenant, vous avez un président qui vous donne ce que vous voulez. Voyons comment vous répondez. L'Amérique vous soutient avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. Le moment est venu de prendre le contrôle de votre destin et de libérer l'avenir prospère et glorieux qui est à votre portée. C'est le moment d'agir. Ne le laissez pas passer. This is the moment for action. Do not let it pass. Bonjour Didier Djadi. Bonjour. Vous nous avez rejoint, soyez le bienvenu. Vous êtes sociologue, universitaire et réfugié politique iranien. Vous avez entendu ce que dit le président américain. Il est temps pour le peuple iranien de prendre son destin en main. Est-ce que ce qu'il se passe depuis quelques heures est susceptible d'inciter ce peuple iranien précisément à prendre son destin en main, sachant que ça ne peut pas se faire sans casse, malheureusement. En tout cas, on peut le craindre. Le peuple iranien, dans son histoire, a toujours démontré qu'il est capable de se rebeller et de lutter contre les tyrannies. Et donc, pendant la période de la révolution islamique jusqu'à maintenant, contre ce régime barbare, totalitaire et islamiste, eh bien, les Iraniens n'ont pas cessé leurs activités, disons, de combat contre ce régime-là. N'oublions pas, il y a juste quelques années également, il y avait la révolution Femmes-Vie-Liberté. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce qui s'est passé effectivement il y a à peine un mois et demi, une nouvelle fois, le peuple iranien veut finir avec ce régime-là. Ce régime est la source du malheur et de la souffrance pour les Iraniens. Mais également, c'est un régime qui est détesté au niveau international et également au Moyen-Oriental, si vous voulez. Alors, donc, aujourd'hui, est-ce que c'est une opportunité? Oui, c'est une opportunité. Oui, parce que beaucoup d'Iraniens, que ce soit en interne, mais également à l'étranger, sont favorables à ce qu'il y ait effectivement des frappes ciblées contre le système de décision, le système militaire du régime iranien, car cela peut affaiblir considérablement, effectivement, le potentiel d'agressivité, disons, de ce régime-là. Mais néanmoins, il y a un autre élément à compléter par rapport à notre analyse, c'est encore et encore la lutte du peuple iranien qui doit compléter effectivement ce qui est en cours aujourd'hui là. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les frappes américaines, ça peut aller vers un affaiblissement considérable de ce régime-là, à partir du moment où, bien évidemment, à la fois les sites, mais également des personnalités, mais également que ce soit militaires et civils, sont frappés. Mais néanmoins, eh bien, ce qui est aussi le point de vue des Iraniens, de descendre dans la rue pour finir véritablement ce régime-là. Car la victoire définitive, ça se gagne sur le sol, effectivement. Et cela, bien évidemment, n'est pas en contradiction du tout avec ce qui se passe, des frappes, mais également, il faut... car les pastorants, ils vont occuper le terrain pour dire qu'effectivement, peut-être qu'on a subi un échec au niveau donc militaire, mais néanmoins, on ne lâche pas effectivement le sol. Et c'est pour cela il faut que les Iraniens aillent jusqu'au bout, c'est-à-dire renverser totalement ce régime barbare. Une guerre se gagne au sol, dites-vous. Si d'aventure les Iraniens devaient se débarrasser du régime des mollahs, il faudrait qu'ils le fassent dans un contexte particulier. Ce contexte, eh bien, c'est celui que va nous décrire Chiavoz Ghazi, qui se trouve sur place à Téhéran. C'est le correspondant de Radio France Internationale et de France 24. Et il peut témoigner de ce qui s'est passé ou ce qui se passe depuis l'aube sur place avec ces frappes israéliennes et américaines. C'est vraiment le centre du pouvoir iranien qui a été touché en premier par 5 ou 6 missiles qui ont fait, c'est après les images qu'on a pu voir, beaucoup de dégâts, des cratères très très profondes. Selon les médias iraniens, le président Pezeshkian
et le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, n'ont pas été blessés, n'ont pas été touchés par ces frappes. On ne sait pas s'ils se trouvaient sur les lieux au moment des frappes, tout comme par exemple le chef de l'autorité judiciaire. Les frappes continuent depuis ce matin. Il y a eu une seconde vague et puis dans Téhéran, 5 détonations qui ont touché notamment le ministère des Renseignements dans l'est de la capitale. Et puis on entend là de temps en temps des détonations assez lointaines. La ville de Karaj, qui est située à 50 km, a également été touchée à plusieurs reprises, tout comme par exemple Qom et Isfahan. Après la surprise du premier moment, parce que personne ne s'attendait à une telle attaque aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine en Iran, les magasins étaient ouverts et très vite, lorsqu'il y a eu la seconde vague de missiles et des informations sur le fait que ça allait continuer, les magasins ont fermé. Il y a eu des embouteillages très très importants. Là, à la télévision, on voit beaucoup de gens qui sont en train de quitter Téhéran. Le Conseil suprême de la sécurité nationale, qui est en charge des grandes questions de sécurité du pays, a publié un communiqué pour demander à la population de Téhéran de quitter la capitale lorsqu'ils ont la possibilité d'aller se réfugier à la campagne ou dans les petites villes. Affirmant que on doit s'attendre à une guerre longue, un conflit long, et donc c'était mieux pour les gens de se réfugier en dehors de Téhéran, mais aussi des autres villes qui ont été touchées. Les écoles et les universités ont été fermées par le pouvoir et les administrations ne fonctionnent qu'à 50%, et l'Internet a été de nouveau coupé totalement, comme lors du mouvement de contestation. Donc un sentiment de panique. Tout le monde sent que la guerre va être longue, que c'est un conflit dur et long auquel on s'attend désormais. Pour l'instant, c'est un sentiment de panique et puis un déploiement de forces de sécurité dans différents quartiers de Téhéran. Le quartier de Pasteur, où il y a les centres du pouvoir, a été complètement bouclé. Dans d'autres villes, par exemple la ville de Karaj, il y a également des forces anti-émeutes qui se sont déployées dans les rues. Donc une situation de guerre et de conflit. Il n'y a pas d'abri à Téhéran et en Iran d'une manière générale. Donc le seul moyen, c'est de rentrer à la maison, comme cela a été demandé par les autorités, mais aussi par le président Trump. Donc ce qui veut dire que les frappes vont continuer. Et puis dans le même temps, il y a une réaction militaire, puisque les gardiens de la révolution publient un communiqué pour dire que de premières vagues de missiles ont été lancées contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région, et qu'il y aura très vite de nouvelles vagues de missiles qui seront lancées contre ces cibles, des missiles, mais aussi des drones, lancés contre Israël, mais aussi des bases américaines à Bahreïn, principalement, mais au Qatar, à Koweït, mais aussi aux Émirats arabes unis. Un témoignage de Shavos Ghazi qui se trouve actuellement à Téhéran, capitale de l'Iran. Évidemment, face à ces attaques israéliennes et américaines, l'Iran n'est pas restée inactive. Elle a réagi et a riposté, notamment en visant Israël, bien sûr, mais aussi les intérêts militaires dans la région allemande. Oui, je propose qu'on regarde une carte ensemble sur les pays voisins qui permettra de montrer qu'Israël a été visé immédiatement par 30 vecteurs différents partant d'Iran. J'appelle les vecteurs, les missiles et les drones à longue portée. Ils ont tous été interceptés selon l'armée israélienne, mais 2 personnes ont été blessées dans la chute de débris suite à ces interceptions. Voilà côté israélien. Côté où nous avons représenté des explosions, la situation est, on va dire, moins transparente. D'abord, au nord, à Erbil, c'est le consulat américain qui a été touché, ou du moins ses extrêmes abords, avec au moins 2 victimes, dont je ne sais dire si elles sont kurdes, puisqu'il s'agit du nord de l'Irak, ou si elles sont américaines. Ensuite, mais toujours est-il que les Américains demandent globalement à tout leur personnel de toutes les ambassades situées dans les pays que vous voyez à l'image, de la plus grande prudence, voire directement de quitter la région. Pour ce qui est des pays du Golfe, ce que l'on sait, c'est que la marine américaine a été rudement frappée à Bahreïn, au port de Manama. Là, très clairement, on a vu les images de missiles qui ont frappé les installations portuaires et probablement des bateaux américains.
Y a-t-il des victimes ? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'en Arabie Saoudite, c'est la base du prince Sultan, que vous voyez à l'image, qui est à la sortie de Riyad, qui a été touchée par un bombardement. C'est une base de l'armée saoudienne, mais qui accueille du personnel américain. Là encore, il n'y a pas de bilan. Et puis, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, il y a eu des missiles qui, là aussi, ont touché le sol, là aussi sur des installations militaires. Il y a actuellement pas mal de Français qui sont dans les États du Golfe et au Qatar et aux Émirats, et ils nous ont tous confirmé ces explosions qui ont été relativement nombreuses. C'était il y a maintenant 2 à 3 heures maintenant. Il est impossible d'en dresser un bilan, mais à chaque fois, ce ne sont pas les centres-villes qui ont été frappés, mais des installations militaires. Et puis un mot, Patrice, pour terminer sur ce communiqué qui vient de sortir de Eyal Zamir, qui est le porte-parole, chef d'état-major de l'armée israélienne, qui dit que l'opération qui est en cours est à une toute autre échelle que ce qui s'est passé au mois de juin dernier. Une opération infiniment plus complexe, sous-entendre probablement, il s'agit là de frapper réellement l'État iranien et non pas les sites nucléaires, mais elle a été précédée par une préparation intensive et incroyablement approfondie. Dans les termes, ça veut dire très clairement, on a repéré où était chacune de nos cibles, et l'armée rajoute qu'elle a achevé sa mission contre les systèmes de défense iraniens, ce qui rejoint ce que disait Guillaume tout à l'heure. En clair, l'espace aérien iranien n'est plus en mesure de se défendre contre les attaques américaines ou israéliennes. Voilà, et en complément, je signale que l'Élysée nous informe qu'Emmanuel Macron présidera un conseil de défense. Ce sera à 18h tout à l'heure. Guillaume Ancel, tout cela vous fait réagir. Juste une information supplémentaire. Donald Trump a déclaré tout à l'heure qu'il pourrait y avoir des victimes américaines. Pas du tout parce qu'il a l'intention d'envoyer des soldats en Iran, mais parce que sur les bases qu'a citées Allemand, il y a probablement eu des blessés, voire des morts américains. Et donc, il prépare le peuple américain au fait que, oui, quand on lance une action de guerre, il peut y avoir des dommages collatéraux. Mais si on compare l'intensité et surtout les dégâts réels des frappes commises contre l'Iran et en riposte de l'Iran, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui est absolument sans aucune commune mesure entre les forces américano-israéliennes qui peuvent frapper librement l'Iran, et l'Iran qui tire, même si c'est quelques centaines de missiles, je rappelle, c'est une journée de bombardement en Ukraine et qui dure depuis 4 ans. Donc ça ne fera pas de dégâts suffisants pour faire reculer les Américains ou les Israéliens. Nous poursuivons cette discussion juste après le rappel des titres. C'est avec Johanna Citruc. Johanna. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Tout a commencé ce matin, un peu après 7h heure française. On a d'abord appris qu'Israël menait des frappes dites préventives sur l'Iran. Environ 1 heure plus tard, nouvelle information. Les États-Unis participent également à cette opération qui est donc menée de manière conjointe. Donald Trump s'est exprimé dans une vidéo publiée sur son réseau social. L'armée américaine a lancé une opération militaire de grande envergure en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes provenant du régime iranien, un groupe vicieux composé de personnes extrêmement dures et terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde. Depuis 47 ans, le régime iranien scande mort à l'Amérique et mène une campagne incessante de sanglants massacres et d'assassinats de masse visant les États-Unis, nos troupes et des innocents dans de très nombreux pays ont été parmi les premières victimes du régime. L'opération est baptisée Fureur épique et très peu de temps après son lancement, la riposte commence aux alentours de 8h30 heure française. Les premières alertes retentissent dans plusieurs villes israéliennes. L'Iran envoie des salves de missiles. Il cible aussi les bases américaines dans la région, notamment au Bahreïn. Des explosions ont également été entendues au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en Irak et au Koweït.
Réaction à la mi-journée du président français dans un message publié sur X. Il affirme que le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Emmanuel Macron ajoute également que le peuple iranien doit pouvoir construire son avenir librement. Les massacres perpétrés par le régime islamique le disqualifient et nécessitent que la parole soit rendue au peuple. Le plus tôt sera le mieux. Le président français qui, on l'a appris il y a quelques instants, présidera un conseil de défense à 18h à l'Élysée. Le guide suprême Ali Khamenei est-il toujours en vie? Les autorités israéliennes enquêtent pour tenter de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faisait partie des cibles visées par l'opération. D'après les images satellites, sa résidence située à Téhéran a été endommagée. Et une frappe a également touché une école dans le sud de l'Iran. Elle a fait 51 morts et une soixantaine de blessés. Bilan encore provisoire rapporté par la télévision d'État. Selon les autorités locales, la frappe est attribuée à Israël. Voilà pour les essentiels. Merci, Johanna. Prochain journal à 16h. Je précise, parce que la dernière information que donnait Johanna concernait cette école, ou supposée école, qui aurait été bombardée par les Américains et où on aurait relevé 51 morts, qu'elle a donné lieu à un communiqué de l'armée israélienne, j'allais dire par retour de courrier, où les Israéliens disaient « toutes les cibles que nous avons visées étaient des cibles légitimes ». Sous-entendu, quand on envoie un missile, c'est parce que c'est une cible militaire identifiée ou parce qu'il y a quelqu'un d'important appartenant au régime. Voilà, c'est une information qui est tombée juste après celle du bilan de cette école tout à l'heure. On poursuit notre discussion sur l'avenir de l'Iran. La pire des choses, Guillaume Ancel, est-ce que ce ne serait pas aussi d'aller vers ce que j'appellerais un renversement du régime iranien, mais sans avoir, côté israélien et surtout côté américain, prévu ce que pourrait être la solution pour l'après? Qui va gérer ce pays? Parce que dire oui, c'est la démocratie, on vote, enfin, dans un pays qui n'a pas connu la démocratie, dire du jour au lendemain je vais organiser des élections, c'est un peu se lancer dans le vide, quoi, hein, dans le noir. C'est toute la dangerosité de cette opération américano-israélienne. C'est qu'ils veulent décapiter le pouvoir iranien, mais la question, évidemment, c'est la suite. Le pire pour moi serait qu'en fait, ils reprennent des négociations avec le régime des Mollahs, ce qu'ils conforteraient définitivement. Comme étant, même si Khamenei, par exemple, avait été tué, on reprendrait les discussions à Genève et puis on montrerait à ce régime des Mollahs, après les massacres qu'ils ont commis en janvier contre leur population, que en fait, ils sont parfaitement, viables, pertinents, honorables. Probablement que l'objectif de guerre des Américains, c'est effectivement de renverser le régime des Mollahs. Mais toute la question est derrière. Et quand on voit les Américains et les Israéliens qui assez maladroitement essayent de pousser absolument le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, illustre inconnu, en tout cas pour les Iraniens, pendant des décennies, qui vivaient grassement aux États-Unis sans trop se préoccuper de ce qui se passait dans son pays, c'est assez étonnant de se dire qu'ils vont quand même pas nous le débarquer comme d'une boîte magique, comme le sortir d'un chapeau et nous dire c'est lui la solution. Mais la non, solution, mais pour moi, écoutez, quand même, ça fait 2 termine. mois que les Iraniens Là, moi, sont en train de manifester Manal Chirali, en criant le nom. Manal, vous allez parler. Je vous laisse la demande parole. juste à Guillaume de terminer son idée et vous allez pouvoir réagir tout de suite. Je dis simplement que la solution, pour moi, elle ne peut appartenir qu'aux Iraniens et que ce n'est pas aux Américains, aux Israéliens d'imposer un Très bien. gouvernement quel qu'il soit derrière. Manal Chirali, vous souhaitiez réagir vous me avec permettez, véhémence par rapport à écoutez, cette hypothèse. Le peuple iranien n'est pas un peuple silencieux. Mhm. Pendant des jours entiers, ils étaient dans la rue. Ils criaient ce qu'ils voulaient. Ils criaient leur choix. Parlez ainsi. C'est une insulte à des dizaines de milliers des Iraniens qui ont perdu leur vie en scandant le nom de Reza Pahlavi. Est-ce que c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix? Ce n'est pas à nous de décider à leur place. Mais je rappelle quand même. Vous dites simplement que la transition doit se faire avec lui, c'est Écoutez, les Iraniens, moi je dis tout simplement, les Iraniens ont fait leur choix. Les Iraniens ont fait leur choix. Et de dire que c'est un illustre inconnu qui est sorti, c'est une insulte. Non, mais c'est une insulte. Non, mais c'est aussi une réalité. Insulte Il a quitté au peuple iranien. Non. C'est une insulte à des dizaines de milliers Madame d'Iraniens Chirali, qui ont été massacrés. Sans vous Je énerver, en prie. sans vous énerver, on peut aussi dire de manière très factuelle
que l'actuel Shah d'Iran a quitté le pays à 18 ans. Et c'est vrai que la majeure partie de la population iranienne, qui est d'ailleurs assez jeune, ne le connaît pas. Ça, ce n'est pas faux, c'est une réalité. Pourquoi ne le connaît pas? Comment donc quand il scande son nom sans le connaître? Ça fait des années que Reza Pahlavi, que personnellement j'ai beaucoup de critiques à son égard. Il le sait très bien parce que j'ai fait part de mes critiques. Je ne suis pas une royaliste, mais je suis une sociologue, monsieur. J'entends la voix de la société iranienne. Les jeunes Iraniens sont systématiquement en relation avec Reza Pahlavi. Ils l'appellent mon père, ils l'appellent leur père. Voilà, c'est une manière dont ils... Alors, ils ont choisi leur leader de transition. Ils ont choisi la personne qu'ils vont remplacer par la République islamique. Alors, je rappelle, un rappel historique. C'est un peuple qui a 4000 ans d'histoire. C'est un peuple qui a vu plusieurs changements de régime. Et je ne vois pas pourquoi on peut se permettre de parler comme ça face à un régime sanguinaire, terroriste. Non, mais que le régime soit sanguinaire et terroriste, je vous donne le point, vous avez raison. Simplement, c'est vrai qu'on est en droit de se demander si M. Pahlavi peut être une solution à long terme. Et vous nous dites, c'est une solution de transition, c'est bien ça. Je n'ai pas dit, moi, que c'est une solution. C'est la société iranienne qui souhaite qu'il soit le leader de transition. Monsieur Edjadi, vous êtes vous aussi iranien, réfugié politique. Est-ce que l'option Reza Pahlavi est une option, un, viable, et deux, qui peut être pérenne à terme, ou c'est simplement pour une période de transition? Écoutez, comment peut-on devenir un leader? C'est dans la pratique, c'est dans l'expérience. Quand il y a de la reconnaissance de la société vis-à-vis de vous, quand il y a des soutiens de la part de la société vis-à-vis de vous, c'est ainsi qu'on devient de plus en plus visible et donc sollicité là. C'est le cas pour Reza Pahlavi ou pas? Oui, bien sûr, bien évidemment. Parce que, effectivement, ce sont des arguments très, très, disons, légers, en disant que, oui, depuis la jeunesse, effectivement, il est à l'étranger. Bien alors, il était chassé par un pouvoir islamiste, bien évidemment. Mais lui, il a fait des grandes études, il a fait également pas mal de... mais personne ne remet en doute ses compétences. On se demande juste si la grève va prendre. Si vous voulez, par rapport, pour aller encore plus loin dans mon argumentation, aujourd'hui, imaginons un instant, quelqu'un qui lance un appel en direction de l'Iran. Des millions, je ne sais pas, on n'a pas le chiffre exact, des millions sont descendus dans la rue. Des millions d'Iraniens, là. Ça, c'est du vent. C'est le début de la légitimité pour vous. Exactement. Et d'autre part, à l'étranger également, là, quand il a lancé un appel encore pour la manifestation, 1,5 million des Iraniens là, sur 7 à 8 millions, se sont mobilisés. Est-ce que vous avez entendu d'autres noms, d'autres organisations? Jamais. C'est vrai qu'à ce stade, on n'a pas d'alternative. Et cette alternative, ça s'est manifesté, maintenant c'est une réalité, et avec le temps, bien évidemment, ça prend une autre dimension, et ça devient aujourd'hui... On a compris votre idée. Pardonnez-moi, juste une petite phrase. Aujourd'hui, si vous voulez, au niveau international, toujours il y a ce refus-là. Je ne sais pas, visiblement, au fond, peut-être qu'ils font confiance à la République islamique, mais en quelque sorte. Ce n'est pas du commentaire, ce n'est pas un refus, c'est simplement une question qu'on se pose et qui me semble légitime, à savoir qu'il y a effectivement quelqu'un qui nous est présenté comme une solution fut-elle transitoire, et on peut se poser la question de savoir si la greffe va ou peut prendre. Bien sûr, parce que si elle ne prend pas là... Bien évidemment. Mais pardonnez-moi, juste deux éléments et après je vais... L'Iran n'est pas l'Irak. Deux éléments. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est quand un pays... L'Iran est un pays de 4000 ans d'histoire qui s'est Nous sommes d'accord, mais quand un régime tombe et qu'il n'y a pas de solution derrière, vous savez ce qui se passe, c'est l'anarchie totale. Pourquoi il n'y a pas de solution? C'est un peuple hautement éduqué. Une solution ne prend pas. Voilà, c'est ça juste que je... Mais les Iraniens vont trouver leur choix. Leur chemin. Je le souhaite pour l'Iran. Pardonnez-moi, juste... Je n'ai pas fini ma phrase. Oui, vous avez raison là. Donc, il y avait la reconnaissance partiellement
mais de la part de la conférence internationale sur la sécurité. Quand il y a des médias français qui, effectivement, ils vont l'inviter, c'est un autre aspect, disons, de cette reconnaissance. Donc, la reconnaissance au niveau international est en marche. Oui, bien sûr. Parce que en Iran et à l'étranger, massivement, il est sollicité par des Iraniens. Prenez cela comme une réalité sociologique. Très bien, c'est noté. La force en d'un espérant que la leader, greffe prenne. La force d'un leader est son peuple. Étant donné qu'il y a un peuple qui réclame, qui scande le nom de Reza Pahlavi, c'est ça la force de Reza Pahlavi. Est-ce qu'il est capable d'exploiter cette force dans l'avenir? On peut faire confiance au peuple iranien. C'est tout simplement tout ce que j'essaie de vous dire. Guillaume Ancel. Peut-être une information objective. J'ai fait analyser la source des publications qui parlent de Reza Pahlavi depuis 3 mois, parce que c'est apparu à peu près depuis 3 mois. Pour 90% des publications sur les réseaux sociaux, leur source est américaine et israélienne. Donc, je dis simplement que pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucune indication objective qui montrerait que ce soit le choix du peuple iranien. Et pour ce qui est des contacts avec la résistance iranienne, aujourd'hui, ce que j'ai surtout entendu, Didier, je termine, vous allez pouvoir vous... c'est que la résistance iranienne me dit plutôt, pour nous, le choix des Iraniens sera exprimé une fois qu'on aura renversé ce régime tyrannique des mollahs, et que dans leur esprit, c'est pour l'avenir ni chat ni mollah. Alors, Monsieur Ancel est un excellent spécialiste militaire que j'apprécie, de qui j'apprends beaucoup de choses. Et je vous prie de laisser le travail des sociologues aux sociologues. Je vous en prie, ne vous substituez pas aux sociologues. Vous n'êtes pas sociologue. Je passe ma vie à parler avec les Iraniens. Je passe ma vie à les interroger. Je suis sociologue. J'ai constitué un réseau de 50 000 jeunes avec qui je suis en relation. Monsieur est un sociologue, lui aussi. Il passe sa vie à parler avec les Iraniens. Deux sociologues vous disent qui ne sont pas royalistes en plus. Vous disent que Reza Pahlavi est le choix du peuple iranien. Je vous en prie, ne remettez pas en cause la parole des deux sociologues. Alors, on a bien compris, Guillaume Ancel nous dit attention, Reza Pahlavi, c'est une solution israélienne et américaine. Que vous, sociologue iranien, vous dites non, c'est une solution que propose le peuple iranien. Bon, l'avenir vous départagera. Alban, vous souhaitiez intervenir, pas forcément sur ce sujet d'ailleurs, mais je souhaitais vous donner comme ça on avance, parce que effectivement les dépêches tombent en permanence et Alban filtre tout ça. Voilà, j'essaie d'y voir clair dans les dépêches. Tout à l'heure, il y avait des interrogations sur l'ayatollah Khamenei, suite à une déclaration de la chaîne israélienne numéro 12, Canal 12, qui est une chaîne, on va dire, relativement bien informée en matière militaire, mais qui peut aussi parfois s'avancer un peu. On va dire que, là aussi, je reste extrêmement prudent. Un ministre iranien affirme que l'ayatollah Khamenei est vivant. Ce qui n'est pas antinomique avec l'information israélienne. Je vais vous dire pourquoi. On va retourner à ces images de compound, donc de la résidence du guide suprême. Ce que dit l'armée israélienne, ce qui est, à mon avis, beaucoup plus une source que la chaîne numéro 12. L'armée israélienne dit la chose suivante. Si l'ayatollah Khamenei se trouvait dans cette propriété, ses chances de survie sont quasi nulles. Pour être clair, s'il y était au moment du bombardement, il est mort. La question, c'est s'y trouvait-il? Évidemment, s'il n'y s'y trouvait pas, il n'est pas touché par le bombardement. En revanche, on a des informations qui sont à peu près sûres, dans la mesure où elles sont confirmées tout à la fois par les Américains et reconnues par une partie des autorités iraniennes. C'est que le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, mais aussi le numéro 1 des Pasdaran, vous avez confirmé que c'est bien le numéro 1, enfin un responsable des Pasdaran, le général Parkpour, tous les trois ont été tués dans les bombardements de la matinée. Voilà, tout ça pour vous dire que, y a-t-il des victimes très haut placées dans le régime? Oui. Avec une le quasi-certitude. guide suprême en fait-il partie? Nous ne savons pas encore. Voilà ce que je voulais vous dire pour être le plus précis possible à 15h45. Vous l'avez été à 15h45. Guillaume Ancel. Juste pour ça complète ce que vient d'annoncer Alban, c'est le fait que l'opération israélo-américaine contre l'Iran est bien destinée à un renversement du pouvoir. Compte tenu des cibles qu'ils ont touchées, c'est caractéristique
d'une décapitation d'un pouvoir. Et donc, normalement, derrière, la suite logique, c'est qui remplace ce pouvoir. Et là, on rentre dans ce trou béant qui est, est-ce que la population israélienne osera le faire après les massacres qui ont eu lieu en janvier, ou est-ce qu'il y a une autre option? Et encore une fois, le risque que les Américains, à un moment où on connaît le côté totalement imprévisible de Donald Trump, disent finalement, je discute avec ce qui reste du régime des mollahs. Alors là, je voudrais qu'on dézoome un petit peu, qu'on mette ça dans le contexte de la région, parce qu'on a bien compris que les Américains avaient quand même beaucoup d'alliés dans la région, et pour cause, ils assurent la sécurité de bien des pays. Je pense au Qatar, je pense à l'Arabie Saoudite, des pays d'ailleurs qui ont été frappés par les Iraniens. Et au fond, ces pays, quel regard peuvent-ils porter sur une opération qui vise, à renverser le régime des mollahs, certes, mais peut-être aussi, et nous l'espérons, à installer la démocratie dans ce pays, la démocratie étant une valeur qui n'a pas forcément bonne presse dans tous les pays que je viens de citer. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats Arabes Unis, je pense au Qatar. Est-ce qu'il n'y a là pas quelque chose qui peut jouer de mauvais tours aux Américains ? Laissons les sociologues répondre. Alors, merci. J'allais vraiment vous demander ça. Cette question, si elle vous inspire, voilà, excellente question, c'est pour nous. Je pose que d'excellentes... Non, je plaisante. Voilà, absolument, je reconnais. Alors, vous savez, rien n'est pire pour le Qatar, pour l'Arabie Saoudite, pour les pays de la région, rien n'est pire qu'un Iran démocratique. Rien n'est pire qu'un Iran libre, parce que déjà, l'Iran, qui est démocratique, il va prendre son destin politique en main et ne va pas laisser les réserves gazières aller directement dans la poche des Qataris. Toute la richesse des Qataris aujourd'hui vient de ces réserves gazières que l'Iran n'arrive pas à en profiter, n'arrive pas à extraire. Donc, la grande raison pour laquelle le Qatar défend bec et ongle la République islamique, ce sont ses intérêts financiers, quand même. Ça, il faut le dire. Arabie Saoudite, pareil, n'a pas véritablement envie que la République islamique tombe. Afghanistan et le Pakistan, n'en parlons pas. Alors donc, la région va être complètement... Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu, j'allais dire, binaire de la situation? Contredisez-moi, alors si vous pensez... je vous invite, mais moi je ne vois que... En fait, en politique, on dit toujours « follow the money ». Il faut suivre l'argent, toujours. L'argent qatari, aujourd'hui, c'est l'argent des Iraniens qui ne sont pas capables d'en profiter et va directement dans la poche des Qataris. D'où cette immense défense que les dirigeants qataris manifestent et cette générosité qu'ils manifestent à tous les défenseurs de la République islamique partout dans le monde. Didier Djadi, vous diriez aussi que le soutien de ces pays pourrait venir à manquer aux Américains? Écoutez, moi je vois chez ces pays arabes du Golfe Persique, si vous voulez, deux éléments. D'un côté, ils sont très prudents contre le régime islamiste, et c'est parce qu'en fait, ils pensent que le régime... Je vous interromps parce qu'il y a Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui s'exprime en direct. Nous sommes inquiets quant à ces implications pour la stabilité et la sécurité et le destin d'innocents dans cette région. Pour de nombreux d'entre nous, nous avons des amis et des membres de famille dans cette région. La situation évolue très rapidement. Je tiens, dans ce contexte, à exprimer notre réponse. Le Royaume-Uni n'a joué aucun rôle dans ces frappes. Toutefois, nous avons toujours dit très clairement que le régime en Iran est terrible. Ils ont tué des milliers et des milliers de leur propre peuple, écrasé les manifestations et tenté de déstabiliser la région. Même si le Royaume-Uni estime que le régime iranien est une menace pour la sécurité de la communauté juive également dans notre pays. Au cours de l'année dernière, ils ont soutenu des attaques potentiellement mortelles sur le sol de notre pays. Il est donc clair que l'Iran ne doit jamais pouvoir se doter de l'arme nucléaire. C'est l'objectif principal du Royaume-Uni et de ses alliés, notamment les États-Unis d'Amérique. Je condamne les attaques menées par l'Iran aujourd'hui sur nos partenaires dans la région.
nombre de ses partenaires ne sont pas partis à ce conflit. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité à ses alliés. Cela fait partie de notre engagement vis-à-vis de la sécurité de nos alliés au Moyen-Orient. Nous avons dans la région une série de capacités de défense que nous avons récemment renforcées. Nos forces sont en état d'alerte et les avions britanniques sont au ciel aujourd'hui. Et ils font partie d'une opération de défense régionale coordonnée dans cette région, et ce afin de défendre nos ressortissants, nos intérêts et nos alliés, comme le Royaume-Uni l'a fait par le passé dans la droite ligne du droit international. Nous avons renforcé nos mesures de protection pour nos bases militaires et notre personnel. Ces sécurités sont renforcées au plus haut niveau. Nous contactons également nos ressortissants dans la région et faisons tout ce que nous pouvons pour les soutenir. Je suis en échange avec des dirigeants du groupe E3 et des dirigeants de cette région. Il est fondamental que nous empêchions que l'escalade se poursuive. Il nous faut revenir à un processus diplomatique. Nous voulons que la paix et la sécurité reviennent. Il faut également protéger la vie des civils. L'Iran peut mettre un terme à tout cela dès maintenant. L'Iran doit cesser ses frappes, abandonner ses programmes balistiques et mettre un terme à la violence terrible à l'encontre de son propre peuple. Ce peuple a le droit de déterminer son propre destin. Cela a toujours été notre position. C'est la solution pour obtenir une désescalade et revenir à la table des négociations. Je vous remercie. Bien, nous venons d'entendre le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Dès le début de son intervention, je ne veux pas dire qu'il ouvre le parapluie, mais il dit bien « eux, c'est eux et nous, c'est nous », c'est-à-dire que nous n'avons rien à voir dans cette attaque, nous ne sommes pas avec les Américains, ce qui souligne d'ailleurs un changement de doctrine et de paradigme, parce que pendant longtemps, Américains et Britanniques ont fonctionné ensemble dans ce type d'opération. Là, ça n'est plus du tout le cas, et il a tenu à le faire savoir et il a insisté là-dessus. Voilà, c'est sans doute cela, principalement à quoi servait sa déclaration. Lui, il veut encore laisser une place à la négociation. Bon, est-ce que c'est vraiment le choix de Donald Trump et même celui des Iraniens? C'est toute la question. Ce qu'on peut ajouter pour clore ce chapitre, c'est qu'il y aura une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui était prévue demain, qui finalement est avancée à ce soir, 22h, tellement la situation est grave et instable, insistent les chefs d'État de la planète. Voilà pourquoi le secrétaire général de l'ONU a appelé à avancer la réunion. Elle aura lieu à 22h. N'en attendons pas trop grand-chose, mais en tout cas, ce sera l'occasion de faire un point. Et elle sera précédée, cette réunion, par un conseil de défense 4 heures auparavant à Paris. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée tout à l'heure. Guillaume Ancel, vous avez écouté le Premier ministre britannique. Oui, et c'est intéressant de noter, comme l'a souligné Alban, la distance que prend la Grande-Bretagne avec les États-Unis de Donald Trump. Et on voit, c'est un changement radical de stratégie, en particulier pour les Européens. La Grande-Bretagne, qui était plus qu'un allié pour les États-Unis, et au contraire aujourd'hui dans le bloc européen. Et finalement, quand on voit la réaction de tous les pays européens par rapport à cette opération, il y a une très grande réticence à appuyer les États-Unis de Donald Trump, non pas qu'ils remettent en cause l'objectif de virer ce gouvernement des mollahs, mais les moyens qui sont utilisés ne leur plaisent pas du tout et ils ne montrent aucune solidarité en fait avec les États-Unis et Israël sur cette question, au même titre que d'ailleurs que dans la guerre en Ukraine, dont je rappelle que les négociations ont lieu en parallèle, pratiquement à la même place et avec les mêmes représentants des États-Unis, c'est-à-dire Steve Witkoff et Jared Kushner. Merci Guillaume Ancel. Je renvoie à votre blog « Ne pas subir ». Manal Shirali, merci également, sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran. Allez, vous nous donnez le titre d'un de vos derniers livres. Alors, l'un des livres que je vous conseille, c'est « La malédiction du religieux ». La malédiction du religieux. Didier Idjadi, merci mille fois, sociologue, réfugié politique iranien. Alban Mikosi, un immense merci également. Juste pour évoquer le titre de mon ouvrage, qui est « Iran, islamisme et laïcité », et bien l'histoire d'un affrontement. Et ce qui se passe actuellement en Iran, c'est ça, l'islamisme au pouvoir qui est l'islam politique et le peuple iranien. Vous aurez eu l'occasion de le dire. Merci, je dois clore cette séquence.